Bienvenue. Je vous propose une petite balade dans le pays merveilleux des licornes. Et peut-être de re-questionner un peu des choses que l'on croit savoir sur les licornes, dans la tech, l'agilité, l'innovation, le product management. Et voilà. J'ai raté ma blague, je crois. C'est pas grave. Je sens votre soutien, ça me fait du bien. Hop. Je suis au bout de ma vie. Donc déjà, merci aux sponsors. Sans eux, les conférences ne fonctionneraient pas, on n'aurait pas les orateurs, on ne pourrait pas vous avoir, vous. Donc vraiment, merci à eux. On a besoin d'eux, la communauté a besoin d'eux. Reprenons. Quand on parle des licornes de la tech, donc on parle là des gros Google, des Airbnb, tous ces gens-là, quoi. Dans la tech, on fait souvent une association entre ces gens-là. J'ai plus de voix, c'est pour ça que je parle très lentement. Vous inquiétez pas, je suis pas en train de mourir. Je suis au max de ma forme. On pense, ouais, on pense souvent, on fait un espèce de raccourci avec eux, que comme c'est des boîtes qui réussissent dans la tech, c'est des boîtes qui sont vachement innovantes. Et puis on nous a vendu quand même pendant des années que c'était aussi des boîtes qui étaient vachement agiles. Et du coup, c'est facile mentalement de faire ce raccourci entre l'innovation et la capacité, la performance de ces boîtes-là qui réussissent, parce qu'on ne voit pas, biais du survivant, on ne voit pas toutes les autres qui n'ont pas réussi, de faire le raccourci entre innovation et agilité. Et alors du coup, j'aurais pu avoir un talk complètement barbant à vous parler de dual track, discovery, delivery, des trucs comme ça, de rituels, de frameworks, de vélocité, de sprint, etc. Mais c'est pas ça qui distingue du tout. C'est pas ça du tout qui distingue ces boîtes-là. Ces boîtes-là, c'est qu'elles sont ce qui les caractérise, c'est cette notion, cette capacité à aller au-delà de l'agilité. Et au-delà de l'agilité, pour aller chercher quelque chose qui est vraiment différenciant, qui est l'impact. Entrons dans le monde de l'impact. C'était pas facile au départ. Quand on commence à bosser dans des boîtes et qu'on met en place l'agilité. Donc l'agilité, moi j'en fais depuis pas mal de temps. Je ne vous dirai pas quel âge j'ai. Et depuis cette année-là, ça fait quand même plusieurs décennies, on fait de l'agilité plutôt pas mal. On est devenu quand même assez bon à faire du Scrum ou du Less, en dépendant de votre choix préféré. Et du coup, on pourrait se dire, comme on utilise votre méthode agile préférée très très bien maintenant, on est capacité, nous aussi, d'être super innovants. Et c'est pour ça qu'il y a eu toute une vague de transformation agile les 15 dernières années, parce qu'on voulait ressembler à ces gens-là quand on était à la tech et on voulait avoir leur performance. Le problème, c'est que très souvent, on est très très bon dans la mise en œuvre, mais souvent, on n'est pas très bon sur l'impact. L'impact, c'est-à-dire notre capacité à influencer les facteurs économiques, marché, business, qui sont importants pour notre entreprise. Et quand je dis zéro impact, vous allez me dire que je suis un peu méchante, mais non, je vous assure, il y a beaucoup d'entreprises où il y a très 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 peu d'impact. Si on regarde les courbes de KPI, là, c'est vachement flat, quoi, et c'est difficile de trouver vraiment un résultat probant à la hauteur des investissements qui sont faits, des efforts qui sont faits, de la qualité de ce qui est développé, qui justifierait un quelconque retour sur investissement. Du coup, je suis arrivée à me dire à un moment, une espèce de crise de doute, il y a quelques années de ça, à me dire, mais c'est pas un peu la définition de la folie, là, de faire super bien des choses qui servent à rien? C'est bizarre quand même d'être en capacité de produire autant, parce qu'avec l'agilité, on est capable, vraiment, il y a un bouquin légendaire là, de faire le double 2 fois plus vite, machin. On est vraiment capable de fabriquer beaucoup, mais fabriquer beaucoup des choses qui sont superbement faites, mais qui, quand elles seront livrées, ne toucheront personne, c'est un peu paniquant, quoi. Puis après, quand on va voir les organisations, elles ne comprennent pas aussi. Les gens que vous accompagnez, les entreprises, elles nous disent, Rachel, pourtant on a tout fait bien. Et c'est vrai qu'ils ont tout fait bien. On pourrait biatcher, on pourrait le mettre sur le faux de vous avez fait du save, c'est pour ça que vous n'y arrivez pas. Non, déjà on a une exigence intellectuelle plus forte, mais ils font vraiment bien et ça ne marche pas.
Et souvent, moi, la question que je leur demande, c'est quand la dernière fois que vous avez mesuré en production une amélioration sur le comportement des utilisateurs que vous vouliez influencer? Quand est-ce que vous avez mesuré et observé un changement concret de comportement utilisateur après une release? Alors, par exemple, je vais vous poser la question à vous. Qui sont les gens qui ont fait cette mesure, cette vérification dans les 4 dernières semaines, dans les projets dans lesquels ils travaillent? Voilà. Merci. Je vous aime. Très, très peu. Parce qu'on rentre très facilement. C'est pas la faute de tous les autres. C'est qu'en fait, dans les rythmes qu'on met en place, le sprint qui se renouvelle, qui se renouvelle, qui se renouvelle, on a tendance à se retrouver capturé dedans. Et c'est très facile de passer, de livrer notre dernier sprint, de le mettre en production et de passer tout de suite au prochain, tout de suite à la prochaine priorité de votre backlog, de votre roadmap, en fonction des mots que vous préférez, sans se challenger, de dire est-ce que ce qu'on a fait a un impact? Je ne parle pas de compter les features livrées, d'accord? Vraiment, la vélocité, c'est pas ça qu'on veut. Mais est-ce que dans les features que vous avez livrées, quelles sont celles qui ont créé un changement et qui vous ont permis d'apprendre plus sur vos utilisateurs, sur vos clients et sur votre propre business? Et quand je dis observer, je veux du mesurable, du quantifiable, de l'objectivable. Pas du visto des nas, on dit dans mon coin. Vous faites très très bien, on fait très 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 bien des choses qui ne sont pas souvent les bonnes choses, les choses qui sont pertinentes. Et on confond souvent le mouvement, l'occupation, le fait que les gens soient très 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 occupés à faire plein de trucs, à livrer beaucoup, avec du progrès. Ce progrès, c'est se rapprocher de la cible que sont ces données. Et ça, on est tous tombés là-dedans à un moment ou à un autre. En tout cas, moi, je n'ai pas de problème à admettre que j'ai fait ces erreurs-là plusieurs fois. Et fabriquer avec beaucoup d'efficacité et beaucoup de qualité des choses qui ne servent strictement à rien, c'est la définition du gâchis. Peut-être un peu de folie, mais quand même pas mal de gâchis. Notre industrie, l'industrie informatique, est une industrie qui est peu performante. On fait énormément de gâchis. On a toujours les chiffres mythiques qu'il faudrait d'ailleurs voir pour les vérifier d'où ils sortent, mais vous savez, les 80% des projets meurent avant d'avoir, ou les 80% des features ne trouveront jamais leurs clients. Bon, c'est dur de trouver la source exacte, mais si on regarde, moi je me suis amusé à regarder, à faire le compte dans les fonctionnalités utilisées dans les produits que j'ai accompagnés. Il y en a effectivement 10 ou 20% qui servent réellement à quelque chose, et une grande majorité qui ne sert à rien. Non seulement on a fait du gâchis en les fabriquant, mais en plus on fait du gâchis sur le long terme en les maintenant, en les opérant, en les maintenant. Les coûts d'hébergement, les coûts de maintenance, les coûts d'évolution, etc., etc. Donc, bonjour, je m'appelle Rachel. Bonjour Rachel. Je travaille dans la tech depuis 25 ans. Ouais. Tout de suite, on a une idée de l'âge. J'ai été principalement product manager, directeur produit, etc. Parce que le code, c'est clairement pas mon super pouvoir à moi, même si en ce moment, je m'y remets un petit peu. Et puis, je suis consultante, coach agile, coach produit. J'ai eu la chance de travailler dans des boîtes plutôt assez sympas, notamment 3 ans au sein des équipes de Spotify, qui est typiquement le piège de l'illusion dont je vous parlais. Quand on parle Spotify, vous pensez à modèle Spotify, de l'agilité. Et on a l'impression que si on fait des tribes et des squads, on va être comme eux. Spoiler, non, mais ça, c'est une autre conférence. Et puis, j'ai aussi travaillé avec Vinted, par exemple, qui est une autre licorne européenne qui est assez incroyable, qui sont en train d'accomplir des choses de folie. Et pareil, de l'agilité, mais au-delà de l'agilité. Et puis, j'ai aussi eu la chance d'interviewer de très près des product managers de chez Amazon, Google et Airbnb, parce que j'essaie tant bien que mal d'écrire un livre depuis quelques années. Et en discutant avec ces gens-là, je me suis aperçu de caractéristiques communes et j'avais envie de vous emmener derrière le rideau. Donc allons-y gaiement. Je vous présente Anna. Anna est un personnage fictif, bien sûr,
mais elle est très très représentative des personnes avec qui j'ai pu travailler à Spotify. J'ai été moi-même product manager chez Spotify pour la partie release de l'application. Et alors on va regarder un peu, Anna, elle commence ses journées et ses semaines un peu toujours de la même façon. La première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va, au travers de Backstage, accéder à ces différents dashboards, à ces différents outils de métrologie. Et ces dashboards, il la renseigne, mais pas sur l'état des projets ou l'avancement de delivery. Il lui donne surtout des informations sur la performance produit en prod et l'usage des clients. Qu'est-ce qui décolle, qu'est-ce qui chute, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui est bloqué dans les comportements, dans les usages. C'est des données brutes qu'elle peut aussi interroger. Elle peut faire des requêtes sur Tableau pour les interroger et en extraire des tendances. Alors, ce n'est pas des choses très expliquées, commentées, etc. C'est des données brutes, c'est des choses à faire parler, c'est des signaux, mais c'est son point de départ de toutes les matinées. Et puis, de temps en temps, quand elle fait ça, bam, tu as une alerte qui surgit. Et en l'occurrence, là, on peut tout à fait imaginer que si c'est elle qui s'occupe de la homepage, par exemple, une des équipes de la homepage, que la fonction de recommandation de playlist personnalisée a enregistré dans les 24 dernières heures un drop de 8%. Un drop de 8%, c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup quand ça touche 750 millions d'utilisateurs et quand ces fonctions de recommandation sont essentielles à créer de la stickiness, de l'adhérence au produit. Donc, première chose, quelles sont les données dont on dispose par rapport à ce problème? Donc là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va juste voir son équipe. C'est la même équipe, ils se connaissent bien, ils travaillent depuis 2-3 ans ensemble, ils sont relativement stables. Il y a des ingénieurs front, des ingénieurs back, des designers, des data scientists. Et ils ont un objectif très clair. Sur ce périmètre produit-là, on leur a donné, le leadership leur a donné un objectif qui est chiffré, qui est très clair et qui est en ligne avec la stratégie d'entreprise. Donc c'est facile pour eux de se dire comment je contribue à ça et que ça les aide à prioriser leurs actions. Alors leur but à eux, c'est pas de livrer toutes les user stories dans un backlog. Il y en a beaucoup qui ne font pas de Scrum et qui n'ont pas de backlog et qui n'ont pas de PO. Leur mission à eux, c'est de comprendre les problèmes des utilisateurs par rapport à leur périmètre technico-fonctionnel et voir comment ces problèmes-là peuvent freiner le succès commercial de l'entreprise ou, à contrario, se révéler être des opportunités. Donc ils explorent les données, ils ont pas mal de données déjà, mais il leur manque des données, ils sentent bien qu'il manque des trucs quelque part, donc ils vont essayer de compléter. Ils décident comme ça, ils échangent, ils décident de compléter. Et pour ça, ils vont aller voir le support client. Ils vont discuter avec les équipes du support client, voir si on a reçu dans l'intervalle de temps des plaintes spécifiques liées à la fonction qui a connu le drop. Parce que les tickets et les plaintes, c'est une source incroyable, c'est une mine incroyable de trésors sur le comportement des utilisateurs. Et même, pour aller plus loin et creuser, ils récupèrent des identifiants des utilisateurs qui ont été concernés par la fonction, a priori, qui était plus assez intéressante, et ils les contactent pour organiser rapidement des interviews assez courtes, mais pour collecter un peu leurs intentions, leur contexte. Et en général, ils utilisent une approche qui s'appelle les jobs to be done. Ils peuvent faire des focus groups s'ils veulent. Ils sont autonomes, il y a des designers et des UX, donc c'est assez facile de faire ça, et ils ont l'habitude de le faire, ils le font régulièrement. Une fois qu'ils ont collecté tous les problèmes, ils font un brainstorming. Qu'est-ce qu'on va faire de ces problèmes? Il y a des problèmes, tous les problèmes ne se valent pas. Il y a des problèmes qui ne sont pas du tout intéressants, qui n'ont pas vraiment de lien avec notre truc. Il y a des problèmes qui sont beaucoup plus juteux et on peut les transformer en opportunités, c'est-à-dire on peut les transformer en quelque chose de positif pour l'entreprise. Donc ils utilisent un petit outil qui s'appelle How Might We? Comment est-ce qu'on pourrait? Et en général, ils commencent à les tracer, à les cartographier dans un arbre de décision qui s'appelle un Opportunity Solution Tree, qui a été proposé par Teresa Torres. C'est pas mal ça, parce que ça leur permet de visualiser tous les chemins possibles. Ça permet aussi de pondérer, de donner les poids et les impacts des chemins, de prendre des décisions ensemble et de se concentrer ensemble sur les pistes qu'ils jugent les plus prometteuses. Et donc, ils décident effectivement, dans les options, ils décident de revoir l'affichage actuel de l'accès aux playlists. Et donc, ils essayent de faire l'hypothèse que si en modifiant telle ou telle partie de cet affichage-là, de cette zone-là, ça peut avoir une incidence sur le comportement des utilisateurs et donc une incidence sur l'usage.
On a un framework maison à Spotify qui s'appelle le DIBB, qui permet de structurer ça de façon assez légère en une seule page. C'est un petit tableau qui collecte d'abord les datas, qu'est-ce que l'on sait de façon chiffrée sur le problème, les insights, qu'est-ce que l'on comprend de l'analyse de ces problèmes, quelles sont les fulgurances, on va dire comme ça, qu'on peut dériver de cela. Les beliefs, c'est les croyances que l'on se forge à l'aune de ces chiffres et par rapport aux problèmes. Et les croyances, évidemment, tant que ce n'est pas vérifié, ce n'est pas des certitudes. Et du coup, les bets, c'est les paris que l'on va faire pour tester ces croyances par rapport aux data. Et donc, ça permet de faire quelque chose qui est très léger, qui est très structuré, mais qui est très efficace, qui est très proche de l'approche scientifique. Hein. Évidemment, vous voyez bien, problème, hypothèse, on met un protocole de test de l'hypothèse en place, on le lance, on récupère les données et on voit effectivement si on a eu bon ou pas. Et donc là, l'idée, on va changer l'accès du playlist, le point d'accès aux playlists partagées, et on devrait voir normalement une augmentation du taux d'engagement des utilisateurs. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas le cœur du problème, on reverra notre stratégie. L'avantage, c'est qu'ils ont accès directement, les développeurs front et back, et le designer, ils peuvent travailler assez rapidement, itérer des prototypes sous Figma, avec le design system qui permet d'avoir quand même très rapidement et très facilement des maquettes qui ont un rendu qui est au niveau d'excellence et de qualité qui est attendu par Spotify. Le code est charté, il y a des pratiques de développement informatique d'excellence derrière, et donc ça leur permet de prototyper très rapidement plusieurs variantes pour régler notre problème. Tout ce nouveau code, donc ils vont faire évidemment par rapport à l'affichage principal plusieurs variants, parce qu'il y a plusieurs façons potentiellement de traiter le problème. Tous ces nouveaux variants vont être protégés par des feature flags, d'où ma super image, pour contrôler plus facilement l'affichage, la diffusion des différentes versions. On fait ça assez rapidement, c'est pratique. En plus, tous les jeudis, on tire la branche pour la release hebdomadaire. Donc, dès que le code est fini, comme il travaille sur un tronc, ça va partir. Tout ce qui est prêt à partir, ça part dans la release. Et ça va être déployé en mode masqué à tous les utilisateurs, déployé d'abord aux utilisateurs internes, puis après progressivement aux utilisateurs selon ce qui a été configuré par l'équipe. Ce qui est bien, c'est que c'est l'équipe elle-même qui va détailler son plan de déploiement par rapport à sa feature, et elle va le configurer elle-même via un outil back-end qui s'appelle Confidence et qui va leur permettre de gérer les tests AB. Alors on dit toujours AB test, on a l'impression qu'on compare A et B. Dans la vraie vie, on compare A, B, C, D, E, F, G, H avec des micro-changements. En moyenne, chez Spotify, c'est 2000 AB tests qui sont faits chaque jour à n'importe quel moment du temps. Le but de ces expérimentations, c'est pas de livrer, c'est d'apprendre, évidemment. Il laisse quelques jours, ça peut commencer de quelques heures à quelques jours. Alors, évidemment, les premières heures sont critiques, parce qu'on veut pouvoir détecter très tôt un variant qui peut être potentiellement toxique, on en reparlera. Mais on veut quand même aussi laisser de l'évolution pour de l'usage, et puis pour voir aussi éventuellement les effets de bord de ces nouveaux variants sur d'autres fonctionnalités. Et puis, au bout d'un temps qui a été paramétré par l'équipe, on va analyser les résultats. Est-ce que c'était assez bon? Est-ce qu'il y a des effets suffisamment positifs pour que ça confirme nos hypothèses? Ou est-ce qu'il y a des effets négatifs? Et si oui. Donc, en général, il y a c'est un petit truc. Non, il n'y a pas d'effet du tout. Bon, du coup, ça ne sert à rien. Ça marche, tout ou partiellement. Des fois, il faut plusieurs solutions pour déclencher le changement qu'on veut. Donc ça, c'est intéressant de voir quelle combinaison fonctionne. Ou alors, plot twist, il y en a certaines qui fonctionnent, mais qui mettent la pagaille sur d'autres indicateurs hyper importants. Par exemple, ça augmente le taux de désabonnement. C'est pas ce qu'on veut. Donc l'équipe en discute très rapidement et elle a l'autonomie de dire on le kill, on le continue à le tester avec d'autres variants, ou on le scale, c'est-à-dire est-ce qu'on le déploie massivement quand on est convaincu du résultat. Ils décident ça ensemble, toujours dans leur périmètre d'équipe, très rapidement. Et s'ils doivent faire un rollback, c'est assez facile, puisqu'il suffit juste de commenter à nouveau, de faire off sur le flag, et ni vu ni connu, c'est bon. Et surtout, ils apprennent ensemble. Et puis, dès qu'ils apprennent ensemble, qu'est-ce qu'ils font? Hop, rinse and repeat, on fait une petite boucle comme ça. Évidemment,
C'est des gens bien en termes de pratique d'ingénierie, donc ils ne vont pas nous laisser du code pourri en production. Ils en profiteront pour nettoyer. Dès les prochaines sessions de refacto, ils font du refacto régulièrement. Ça n'est pas une punition, c'est une vraie chance de nettoyer l'application. Et ils vont nettoyer les variants qui n'ont pas fonctionné jusqu'à ce qu'ils arrivent à résoudre le problème ou atteindre leurs objectifs, et ils changeront d'objectif. Fastoche. Et du coup, c'est une petite boucle, hein, un peu comme les boucles Scrum, sauf que là, c'est une boucle produit. Et là, on voit que ce qu'on voit, c'est un pipeline, pas de delivery, mais un pipeline d'innovation où l'information circule et les gens apprennent. On n'a pas parlé de roadmap, on n'a pas parlé de plan de release, de tout ça. On a décrit plutôt un système vivant qui est capable de ressentir des choses, de sentir des choses, de tester, d'ajuster et d'apprendre, un peu comme un organisme qui respire. Et du coup, premier petit learning pour vous, un produit n'est pas une liste de tickets Jira. Un produit n'est pas une roadmap à exécuter. Voilà. Et je pense que c'est un peu urgent de se dire ça et de changer le paradigme, parce que ça a des effets délétères sur pas mal d'équipes produits et d'organisations aujourd'hui. Donc on ne gère pas des backlogs quand on fait du produit, on fait grandir un être vivant, on en prend soin, c'est un organisme vivant, un organisme qui ressent, comme je vous l'ai dit, qui va réagir, qui va évoluer, apprendre à survivre, grossir, s'engraisser peut-être il faudra le faire maigrir de temps en temps. Et puis un jour, peut-être qu'il sera trop vieux, comme on dit ce matin, hein, peut-être qu'on lui coupera des petits morceaux ou qu'on le tuera. Et comme tous les organismes vivants, cet organisme vivant, il a 3 systèmes, fonctions vitales. Il a un système nerveux, un système immunitaire et un système circulatoire. Et du coup, je vous propose d'écorcher une licorne. S'il vous plaît, admirez les dessins, c'est ma fille qui les a fait avec ChatGPT ou un truc du genre. Et c'est elle qui a fait tout ça en mode kawaii. Donc merci Keren, on t'aime. Disséquons une licorne. Alors, le système nerveux. Le système nerveux, c'est ce qui donne la capacité aux licornes d'observer, de ressentir, de percevoir le monde extérieur. En gros, leur peau, leurs yeux, leurs ressentis. Sans système nerveux, pas de perception et donc pas d'action possible, parce qu'on réagit au monde. Et un produit qui n'a pas de capteur, qui n'a pas de log, qui n'a pas de tracker, qui n'a pas de data, qui n'a aucun monitoring qui soit fonctionnel ou technique qui fonctionne, c'est un produit qui est aveugle et sourd. C'est un produit qui va mourir. Par exemple, chez Airbnb, toute la partie de génération des insights, de collecte des data, ils l'ont automatisé. Donc même si le PM oublie de demander avec les équipes de travailler à développer les capteurs, tout ça c'est fait au niveau du contrôle avant la release. Et ils vont automatiser l'intégration de ces capteurs. Et il y a des algorithmes qui vont suivre en temps réel les comportements anormaux ou subnormaux, c'est-à-dire légèrement anormaux mais pas complètement, qui permettent de traduire, d'anticiper des évolutions d'usage et qui vont pusher en continu l'information aux équipes, parce que ces petits signaux, c'est ce qui va déclencher des alertes. C'est un peu comme si vous commencez à vous brûler le bout du doigt, ça donne un influx nerveux et vous pouvez enlever la main. La douleur, c'est l'info. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, et du coup, on a vu aussi que les équipes pour faire ça, les équipes, elles doivent faire le discovery du problème et de la solution et le delivery de la solution dans un même espace-temps. Ça doit être les mêmes personnes, dans la même temporalité. Le système immunitaire. Alors, faire de l'innovation, c'est risqué. À chaque fois que vous codez et que vous livrez un nouveau variant, et rappelez-vous, ils en livrent 2 par jour, vous prenez le risque de ne pas livrer que de la valeur de top qualité. Vous prenez aussi le risque d'injecter potentiellement de l'instabilité, au mieux des anomalies, des régressions, des trucs que l'on ne veut pas. Et donc, on a vraiment besoin que notre système ait aussi un système immunitaire qui le détecte, parce que chaque nouvelle feature, chaque nouveau variant, ça devient un pathogène. Et ça, c'est pas une métaphore, hein, les kikis, c'est vraiment ça qui se passe. Parce que l'innovation, c'est ce qui fait casser des fois les produits. Très souvent silencieusement, des micro-cassures qui vont se passer ici et là,
puis d'un seul coup, massivement, et là, c'est le drame. Alors les licornes, elles investissent, elles ne sont pas folles, elles se disent on va booster notre système immunitaire à coup de béroquin. Elles investissent dans des pratiques, déjà ils font du développement trunk-based, évidemment, pour éviter l'enfer de l'intégration. Spotify, c'est 600 équipes qui travaillent ensemble, ils ont intérêt à avoir une hygiène, une discipline d'ingénierie plutôt carrée. On utilise des feature flags, on en a parlé, pour contrôler l'exposition et découpler déploiement et release. Ça, c'est intéressant. On a évidemment des tests automatisés. On ne chipote pas avec les tests automatisés pour détecter les problèmes avant les utilisateurs et avant l'impact sur le business. On a énormément d'observabilité, une petite pipeline de CI/CD bien robuste pour shipper vite et bien, et une bonne grosse culture DevOps pour outiller, accompagner et soutenir tout cela et faire de l'affaire de tous. La qualité et la fiabilité, pas que l'affaire d'une équipe QA, mais vraiment l'affaire de tous. Parce que si j'ai 600 équipes qui se sentent concernées par la qualité et la performance de mon produit, ça battra toujours toutes les équipes QA du monde. Quand on faisait les déploiements en interne, ça faisait qu'il y avait 8000 Spotifyers qui testaient d'un seul coup les nouvelles variants. Et donc, c'est un feedback qui est plutôt de qualité. Dernièrement, le système circulatoire. Donc, rappelons-nous, on a notre petite licorne, produit vivant qui ne se nourrit pas à base de reporting trimestriel et autres pipes, et qui a besoin d'attention continue et d'engagement réel de ses soigneurs, vous, les équipes qui travaillent dessus. Il ne s'agit pas de cacher des cases, mais vraiment de prendre soin d'elles au quotidien. Et pour ça, il ne suffit pas qu'une équipe arrive avec un framework à connecter des hypothèses et des données. Il faut surtout que l'information circule tout au sein de l'entreprise, que chacun y ait accès rapidement, efficacement et de façon transparente, parce que plein de décisions vont en découler. Nos équipes produits, certes, mais aussi les équipes marketing, les équipes communication, le juridique, etc. Et on a besoin qu'il y ait ce flot d'informations qui circule dans l'entreprise et qui connecte les équipes entre elles. C'est-à-dire qu'il faut vraiment favoriser un flux libre entre les équipes, les managements, les BU, et encourager les partages, les recoupements, les feedbacks. La collaboration, c'est assez essentiel. Alors, là-dessus, je vais citer Florian Labalance, qui est un copain à moi, qui était un excellent coach, qui avait dit arrêtez de combattre les silos, mais soyez sans pitié contre les royaumes. Pourquoi ? Parce que pendant des années, moi la première, on a été les agilistes à l'assaut des silos, à la destruction du silo. Bon, on n'a rien détruit du tout, parce que le silo, c'est quelque chose qui est naturel, c'est humain. À partir du moment où il y a des gens qui ont des centres d'intérêt communs, vous vous regroupez naturellement en équipe, en poche. Le silo, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Ce qu'on ne veut pas, c'est des silos qui soient hermétiques. On ne veut pas de chasse gardée, on ne veut pas de rétention d'informations. Donc on va se battre contre les royaumes et on va afficher la paix au silo. Ok. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on peut se poser une petite question. Il faut aussi que donc on a lancé nos features, on a tout ça. Comment on fait pour être sûr que ça se développe, que ça soit vivant, florissant ? On va éviter qu'elle meure, la truc. Trop vite. Mourir, ça peut arriver très facilement. On peut shipper un variant et tout d'un coup, ça peut être le drame. Alors, je vais vous inviter à aller disséquer le cerveau de la licorne, la control room. Comment on prend des décisions. Alors, on se dirait, c'est forcément un truc de chef de prendre des décisions. Parce que quand même, c'est une application, 750 millions d'utilisateurs, il faut être un petit peu sérieux, il faut des gens avec un gros salaire pour décider de ce qu'on va faire. Et par exemple, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. On a livré un truc et paf, ça a planté la homepage de Spotify. Vous la voyez ? Ça stresse ? Ce qui est marrant... Donc, et pourtant, ils ont bien fait. L'équipe était confiante. Ils avaient fait des analyses solides. Ils avaient tout bien fait, les hypothèses, les machins. Ils avaient lancé des tests AB qui avaient confirmé. Ils ont déployé de façon très, très sereine. Et bam, 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 après quelques jours de rollout, c'est le drame. Les chiffres deviennent bizarres. On perd de l'argent, plus d'accès. Et du coup, il faut gérer la crise.
Dans n'importe quelle entreprise sur ce genre d'activité, vous avez des crisis teams, crisis meetings, on les voit, ou des war rooms. On aime bien emprunter tout un langage militaire, d'ailleurs, par rapport à ça, pour dire, parce que c'est très très important, donc il faut des gens très très importants et très très nombreux qui discutent pendant très très longtemps de ce qu'il faut faire. Et alors, il se trouve que chez eux, non. Ce qui se passe, c'est qu'il ne se passe rien. Il n'y a pas de drama, on ne panique pas. Alors, on ne va pas se voiler la face, c'est bien embêtant. Mais c'est fondamentalement pas un drame. Parce que c'est un cas d'usage prévu. Ouais, t'as planté la prod. C'est un cas d'usage prévu de planter la prod. Oui, madame. Parce que ça fait partie d'une expérimentation. Et une expérimentation, des fois, elle réussit, des fois, elle rate. Donc, le but du jeu, c'est pas de faire des dramas. C'est pas... Donc, toutes les drama queens, là, hop, pas besoin, pas d'escalade inutile, pas de chasse aux sorcières, on n'a pas besoin de tout ça. De toute façon, on a une solution très rapide. Kill switch. Ah, on a planté la prod. Non, maintenant, non. Donc ça permet à peu près en 30 secondes de faire off, retour en arrière. C'est bien quand même, ce kill switch. Fin de l'histoire. Quelques minutes après avoir été identifié, quelques secondes même dans certains cas, chez Amazon, c'est même automatisé cette partie-là. C'est-à-dire si on détecte des variants qui se propagent, ce qu'on appelle massivement, il y a des niveaux et on peut killer automatiquement et revenir au dernier testable connu. Il n'y a pas de drame. Fin de l'histoire. C'est ça aussi de travailler de cette façon-là. Ça nous permet de détecter rapidement, d'agir très vite. Alors vous allez me dire, kill switch. En product management, il y a 2 grandes décisions qu'on prend. Est-ce qu'on doit mettre en prod ou est-ce qu'on doit tuer? Grosso modo, à la fin de la journée, c'est toujours ces questions-là. On livre ou on tue? On livre ou on tue? On livre ou on tue? La plupart des entreprises classiques s'obsèdent sur la première question. Et du coup, il y a un espèce d'enjeu énorme sur cette espèce de go live qui est vécu comme un espèce de feu d'artifice incroyable, avec des comités de pilotage, des validations d'exec, des revues de documents. Et bien chez les licornes, non. Les licornes, eux, ils ont investi sur la deuxième question, est-ce qu'on peut tuer? Est-ce qu'on peut tuer vite, rapidement, propre? Alors on pourrait dire, et ils sont très très forts, hein, les licornes, à tuer des trucs. Ils sont tellement forts que des fois, la plupart du temps, vous ne vous rendez même pas compte. Parce que les variants, c'est tout petit. Tout petit, quand on le tue, ça fait pas trop mal. Et donc, du coup, elles ont construit une culture et un système dans lequel, oui, l'équipe est autonome, responsable pour killer elle-même la feature sans devoir demander l'autorisation d'un VP, sans avoir de paperasse. Cette capacité à faire ce kill, à ce switch off, on pourrait dire, parce que je l'ai entendu en conf, oui, mais ça, c'est vraiment qu'ils n'ont pas confiance dans leur code. C'est bien la preuve que c'est quand même des ingénieurs un peu moyens. Des équipes produits un peu médiocres. Ben non. Ce kill switch, c'est au contraire l'inverse. C'est la preuve qu'ils sont d'une grande maturité technique. Et je vous souhaite d'être en capacité de faire pareil. Kill switch, c'est la maturité. Ce n'est pas de la peur de l'échec, mais c'est la capacité à échouer proprement, à rebondir très vite, à capturer l'information et à continuer d'avancer. Alors, ça ne suffit pas de faire off. On pourrait faire off. Mais faire off en soi, c'est bête. C'est juste une action. Ce qu'on veut, c'est comprendre. On veut apprendre. Donc, en général, quelques jours plus tard, une fois que la tension est passée, le drama est passé, les équipes prennent un moment pour réfléchir un petit peu à ce qui s'est passé. Chaque équipe assume ses résultats, bons ou mauvais. Et surtout, elle porte la responsabilité d'en tirer des apprentissages. Pour nos petites licornes adorées, l'expérimentation n'est pas un luxe ponctuel, c'est une habitude, un muscle, une hygiène de travail, rien de moins, une routine. Et elles ne s'en cachent pas, bien au contraire. Elles vont même communiquer dessus, elles font des articles, des posts, des vidéos et des conférences pour vous raconter tout ça. Elles vous le racontent encore et encore et encore, mais on ne l'entend pas, vous ne l'entendez pas.
Ils se disent la question, qu'est-ce qu'on a appris? C'est bien qu'est-ce qu'on a appris, mais c'est même pas suffisant. Qu'est-ce qu'on a mesuré dans cet échec qui nous a surpris? Oh, voilà une bonne question. Qu'est-ce qui était imprédictible? Quelles étaient nos croyances ou nos hypothèses qui nous ont prouvé être fausses? Et surtout, comment est-ce que cet épisode-là et les données de cet épisode-là vont venir influencer nos prochaines expérimentations? Assez intéressant. Donc c'est pas en faisant quelques interviews et des personas en début de projet, et puis après en se concentrant sur shipper le maximum de trucs sans mesurer, qu'on va y arriver et qu'on va arriver à innover. L'innovation, elle est systématique. Elle doit être sécurisée. Alors je vais vous donner, on arrive vers la fin, vous inquiétez pas, trois petites choses que j'ai vues, qui donnent des petites illusions qui sont un peu dangereuses des fois, et qui nous freinent tous. Des idées qui ont l'air bien sur le papier, qui ont l'air même assez raisonnables, hein, et qui en fait sont des poisons. Alors la première, c'est celle-là, encore un crédit à ma fille. C'est si vous n'êtes pas une licorne, ça ne sert à rien de vous déguiser en licorne, vous ne serez jamais une licorne. D'accord? Vous serez un panda déguisé en licorne ou un petit cochon déguisé en licorne, mais vous ne serez pas. Donc arrêtez de faire du Spotify. Arrêtez. C'est pas ça. On n'a rien compris. Donc c'est pas juste leur culture ou leur style de leadership ou les noms. Arrêtez d'appeler les trucs en squad et en tribe, on n'en peut plus. Vraiment. Si vous devez regarder quelque chose, c'est quelle est cette culture de l'apprentissage basée sur de la technique. D'autant plus que dans les licornes dont on parlait, elles ne sont pas toutes sympas, les cultures des licornes. Si on faisait un spectre de Balou l'ours plutôt sympa à Dark Vador qui est beaucoup moins cool, et bien sur ce spectre-là, Spotify ne serait pas du tout positionné pareil que Amazon. Amazon, vous n'avez pas envie de travailler chez Amazon. Je ne sais pas si quelqu'un travaille chez Amazon ici. J'ai beaucoup d'empathie pour vous si c'est le cas. Le leadership est très toxique. Et pourtant, en termes de critères de product management, ça partage les mêmes caractéristiques d'ADN que Spotify. Marrant, non? Donc ce qui distingue vraiment ces boîtes, oh c'est rigolo ça, c'est pas seulement juste leur culture ou le fait d'avoir un costume de licorne, mais c'est qu'ils comprennent très bien la tech, ce que c'est que la tech, le contexte de la tech, le marché de la tech, la nécessité de faire des choix business rationnels et de s'ancrer dans la réalité. Donc la première, on a fait du discovery, c'est bon, on a discuté avec des utilisateurs. Variante, on a fait un focus group avant de lancer les devs. On a un UX researcher dans l'équipe. Si c'est l'UX researcher, il ne peut pas rechercher quoi que ce soit, on s'en fiche. C'est de la déco. On collecte les feedbacks et on a même un NPS client. Super, mais ce n'est pas suffisant du tout. C'est très bien. Si vous faites pas ça, déjà faites ça. Mais si vous faites ça, c'est pas suffisant. Faites plus, quoi. Faites mieux. J'attends de vous mieux. D'accord? J'attends de vous des choses qui soient chiffrées, mesurées. J'attends de la data. Et il faut de la data. Vous savez pourquoi? Parce que les utilisateurs, les clients, ils vous mentiront toujours. Si je vous demande à tous, qu'est-ce que vous regardez sur Netflix ou à la télé? On va me sortir, moi j'aime bien Arte, tel film historique. Mais non, on sait que vous regardez tous Emily in Paris ou autres variants comme ça. C'est normal, on veut toujours se présenter positivement, on veut être gentil avec l'intervieweur, on veut lui faire plaisir. Mais croyez-moi, les vrais comportements des utilisateurs, ils battent toutes les interviews que vous pourrez faire. Est-ce que tu voudras acheter, Rémi, mon super produit que je vais faire? Bien sûr, Rachel, je t'aime bien. Il ne va pas me dire qu'il ne va pas le faire. Par contre, si je lui fais acheter, il va peut-être vraiment réfléchir à sortir sa carte bleue. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il sort ou pas la carte bleue? Donc il y a plein de techniques comme ça pour vraiment voir si les gens, les utilisateurs, vont réagir à vos hypothèses de produits. Le deuxième, bon, on est super bon en delivery, on pousse beaucoup très vite. Très bien. Notre lead time, celui-là je l'aime bien, notre lead time a été réduit de 50%. Nous, on est focus time to market. C'est bien les kikis. Ce qu'on veut, c'est être focus time to value quand même. Hein. C'est encore une fois next step.
Okay, donc encore une fois, c'est super cool, vous méprenez pas, mais c'est pas suffisant. Shipper beaucoup, est-ce que ça change quelque chose pour les humains? Est-ce que ça change pour les gens qui vous payent, qui achètent vos applis, vos services, qui consomment vos usages? Est-ce que c'est visible d'une quelconque façon sur votre business model? Les licornes s'en fichent de livrer des features. En fait, les licornes, ce qu'elles veulent faire, c'est livrer le moins de features possible qui va dégager le plus de revenus possible. C'est même l'inverse de ce que l'on fait. Okay, less is more. Comment est-ce qu'on peut construire le minimum possible qui nous fera apprendre le maximum en dérisquant dans l'histoire? Ça sert à ça, les MVP. Hein. Arrêtez de me faire des MVP qui sont des lots. Hein. On vous a vu, on vous connaît. Donc, vélocité et productivité, on s'en fiche, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Ce que nous, on veut, c'est est-ce qu'on impacte les métriques business que l'on veut impacter? Et vous allez me dire, oui, mais Rachel, nous, on fait des produits qui ne sont pas destinés au marché extérieur. On ne commercialise pas, on n'est pas en B2C ou en B2B. Nous, on est à l'interne. Et alors? On a quand même aussi, on peut s'objectiver sur des problématiques de rentabilité, d'efficacité, d'auto d'usage. Est-ce qu'on rend vraiment du service aux usagers internes de nos entreprises avec les produits que l'on sert ou pas? Pas d'excuses. Ceux qui ont fait la conf avec moi ce matin vont se dire, elle a quelque chose contre. Oui. Arrêtez avec vos OKR. On a fait des OKR, on a aligné toutes les équipes sur les OKR. On fait des petits checkings hebdo pour suivre l'avancement. Tout notre delivery plan est relié aux objectifs. Super. Super, encore une fois. Et alors, ça se traduit comment sur votre business? Surtout si vos OKR sont des listes d'intentions à l'après-vert de delivery, là, avec de l'output, output, ça sert à rien. Et on passe clairement à côté de l'intérêt de l'OKR, qui n'était pas du tout celui-là. La plupart des gens, ils ont ça, hein, des trucs comme ça. Est-ce que tout le monde voit que c'est un problème d'avoir ça? Okay, on ne veut pas ça. Nous, on veut un truc plus comme ça. C'est notre OKR en langage licorne. On voit les subtiles différences? Ça, c'est ça qu'on veut. Parce que ça vraiment, c'est ce qui va nous amener à aller chercher le changement et l'impact. Donc, si vous faites des OKR, comme je vous ai montré avant, améliorez-vous. Si vous faites des trucs comme ça, c'est pas mal. Parce que ça change tout. On ne demande plus aux équipes d'exécuter une liste improbable de features où là, on leur donne de l'espace pour aller chercher, pour aller explorer, pour tester, pour apprendre, pour prendre des décisions. On n'est pas en train de faire du micromanagement déguisé en OKR, parce que ça aussi, on vous voit. Ce qu'on veut, c'est vraiment aligner l'organisation sur les objectifs et les enjeux de cette organisation, les concepts de rentabilité, de performance, que les gens se focalisent sur les véritables problèmes à résoudre, pas sur la politique interne, et donner un contrôle souple sur comment on va les résoudre. On veut être très fort sur le quoi et le pourquoi, et très souple sur le comment. Faire attention parce que ces illusions, elles vous donnent quand même l'impression d'avancer et d'aller dans le bon sens, alors qu'en réalité, vous tournez en rond. Ou alors pire, vous ne tournez pas en rond, vous allez à fond à les ballons dans un mur. Bon, j'ai la grippe, alors j'ai un ton qui est un peu monotone, et vous allez me dire, elle nous déprime. C'est pas faux. Comment on pourrait changer ça? On pourrait peut-être changer l'operating model, l'operating system, le mode d'exécution de votre entreprise. Alors, vous n'avez pas besoin d'être Spotify ou Airbnb pour avoir un product operating model. Vous n'avez pas besoin du budget faramineux de Google pour le mettre en place. Bon, je ne suis pas très bonne commerçante, donc vous n'avez pas forcément besoin non plus d'une armée de coachs pour le faire. En fait, ce qui compte, ce n'est pas tant de rajouter des process, des outils ou des nouveaux trucs, mais plutôt, en général, d'en retirer, de simplifier. Un product operating model, c'est une repensée complète de votre organisation, de son mode de fonctionnement, qui va rechercher la simplification pour plus d'impact. Et ce dont on parle ici, c'est un changement de posture et de système. Et ça, n'importe quelle entreprise peut y aspirer et peut le faire. Et vous le faites vous-même, bottom-up, en expérimentant. Votre transformation en mode produit, là, je déteste ce terme mode produit, votre transformation en mode produit, vous pouvez le traiter comme un produit lui-même.
vous pouvez aborder cette transformation avec le même état d'esprit de recherche, de données, de formulation d'hypothèses. Quel est le plus petit MVP qu'on peut faire pour tester? Quels sont les signes que l'on voit? Qu'est-ce qui nous dit que l'on peut déployer ou pas? Si vous travaillez dans la tech, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde ici, mais si vous travaillez dans la tech, c'est-à-dire que si vous êtes une plateforme, une marketplace, un service de streaming, une app, ça veut dire que la tech, c'est votre façon à vous de faire de l'argent. C'est-à-dire que la tech, c'est le business. Pas des métiers ou des trucs. La tech, c'est votre business. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, travailler comme ce que je viens de vous expliquer, c'est le meilleur moyen d'y arriver. C'est le choix le plus pragmatique. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'est pas une entreprise de tech. Donc il va falloir que vous soyez malin, que vous regardiez vous-même, vous fassiez un travail d'introspection, de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment on génère de la valeur, et n'ayez pas peur de dire comment est-ce qu'on génère de l'argent, comment est-ce qu'on réduit des coûts, qu'est-ce qui fait du sens chez nous ou pas. Point final. Donc 5 petites actions que vous pouvez faire, si vous voulez rebooter votre truc. Arrêtez de livrer des features, essayez de livrer des expériences. Il y a des trucs très bien sur Strategizer, vous pouvez télécharger des fiches d'expérimentation et des fiches d'apprentissage. C'est gratuit, c'est très bien. Ça déjà, ça fait un changement de ouf. Faites pas tout en même temps, hein. Commencez petit, itérez. Okay. Le deuxième, chaque feature entre guillemets que vous allez livrer maintenant, je voudrais que ça soit une hypothèse qui est clairement formulée, avec quel était le point de départ, quelles étaient les données, quelle est la target que vous voulez atteindre, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme expérimentation pour pouvoir le tester, comment vous saurez que c'est juste et comment vous saurez que c'est faux. Donc je ne veux plus voir de en tant que, je veux que, afin de. C'est ennuyeux à mourir et ça ne vous aidera pas. Pensez protocole d'expérimentation. Vos product teams, ce n'est pas des ingénieurs séparés du business, du produit, du design. C'est des équipes qui vont travailler tous ensemble en mode mini-lab, qui ont accès à toute la donnée dont elles ont besoin et aux outils dont elles ont besoin pour faire du bout en bout de qualité et se concentrer sur des problèmes à résoudre. Et l'ownership de le faire. Ça passe aussi par accepter le fait que, comme c'est un chemin d'apprentissage, au début, elles vont se planter. Donc comme on le sait, on va leur permettre de se planter de façon sécurisée. Donc on va investir lourdement, techniquement, dans les tests, etc., pour le faire de façon sécurisée. Quatrièmement, on refuse de déployer massivement une fonctionnalité qui n'a pas prouvé son impact positif sur l'hypothèse que l'on voulait tester. On arrête de me mettre en prod des fonctionnalités juste parce que quelqu'un dans l'organisation a décidé qu'il fallait le mettre en prod et qui n'apporte rien. C'est pas possible. Donc vous devez scaler uniquement les choses dont vous pouvez démontrer un impact réel. Ce qui fait que, normalement, si vous faites ça, vous verrez, vous aurez des applications moins dodues, avec moins de trucs qui servent à rien. C'est pas mal, ça coûtera moins cher, ça sera moins pénible à débugger, ça sera plus facile à maintenir, etc. Et dernièrement, j'aimerais bien que vous pensiez, non seulement au lieu de faire des PI planning ou des quarterly roadmap où vous ajoutez des trucs, moi j'aimerais bien que vous pratiquiez la roadmap inversée, l'anti-roadmap. Tous les quarters, vous décidez de ce que vous ne ferez pas. Même, vous déciderez de ce que vous avez enlevé. Si ça n'a pas de valeur, ça ne doit pas rester. Tuer. Petit bonus. Arrêtez de me séparer à la discovery, la delivery. Arrêtez de considérer que les développeurs sont là juste pour coder. C'est stupide. C'est l'ingénierie, c'est du génie logiciel. Le génie logiciel, c'est trouver des solutions élégantes à des problèmes complexes. On s'en fiche de coder. Ça va être remplacé par des IA, donc ce n'est pas la partie intéressante. Embarquez-les avec vous dans vos discoveries. Permettez-leur d'explorer les problèmes. Faites en sorte qu'ils puissent explorer les solutions. Ça sera beaucoup plus rentable pour tout le monde. Arrêtez de me faire des delivery pipelines. Construisez des learning pipelines.
L'avantage, c'est que si vous arrêtez de livrer pour livrer, vous pourrez peut-être mieux comprendre ce qui fait le cœur de votre business. Et voilà. Et d'être meilleur à ça. Merci à tout le monde. Merci aux sponsors, Alexandre, tout ça. Merci à vous qui êtes là. Hop, vous pouvez me donner du feedback. C'est fini.